Salut tout le monde, c'est Kazeyer et on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de Senseiya Battle for Sanctuary qui est disponible sur Crunchyroll. Donc comme je l'avais dit dans ma review de l'épisode 1 et 2, je n'ai pas fait de review sur les autres épisodes, mais j'ai décidé d'en faire une sur cet épisode 6 parce qu'il est très intéressant et parce qu'il marque sûrement la moitié ou le tiers, ou peut-être même le quart de la saison. On sait pas trop combien il y a d'épisodes il y en aura en tout, mais vu que les pronostics étaient sur 12, je peux considérer que je suis à la mi-saison et que je peux donner, on va dire, un avis un petit peu global dessus. Donc, première partie de la vidéo, ça va être la revue de l'épisode 6, et la deuxième, ça va être mon avis plus global sur la saison 2. Que dire de cet épisode 6, à part qu'il est absolument génial. Pour moi, c'est le meilleur épisode de cette saison 2. Il y a vraiment tout dedans, il y a de l'action, il y a du dynamisme, il y a une bonne mise en scène, on sent un petit peu l'impact dans les coups, un peu plus que dans certains autres épisodes, les animations et les effets visuels sont absolument top, on respecte bien la trame du manga, on a quand même fait quelques petits ajouts qui sont très intéressants, moins de flashbacks que dans les anciens épisodes, du coup le rythme est un petit peu plus rapide, mais ça n'enlève pas le fait que l'épisode est très bon. On a enfin des musiques qui sont bien utilisées et un petit peu plus reconnaissables, même si elles sont toujours pas excellentes. Non, pour moi cet épisode est vraiment le meilleur en fait de cette saison 2. Donc il commence en fait avec la deuxième partie du combat contre Deathmask, et on a un premier enchaînement de corps à corps en fait entre Shiryu et Deathmask qui est vraiment super intéressant et super dynamique. Dans le manga il y avait aussi cet échange au corps à corps mais qui était plus stylisé par Kurumada, puisqu'il est pas très fort pour faire des bons enchaînements dans sa mise en scène, du coup il faisait plus des cases avec un effet de coups de poing multiples, ce qui n'est pas du tout les attaques prévues par Shiryu, parce que l'attaque de Shiryu, le Rosen Shoryuha, est un coup unique et pas des coups multiples comme par exemple le Pegasus Ruseiken, donc c'était vraiment une mise en scène de corps à corps qu'il y avait dans le manga aussi, donc là-dessus c'est plutôt bien respecté et c'est très bien mis en scène. Le combat est très clair, très fluide, on sent l'impact, alors pas autant qu'on pourrait l'espérer, pas autant qu'en 86, enfin dans la série de 86 pardon, mais c'est largement suffisant pour comprendre la puissance qui se dégage. On a vraiment un bon enchaînement dans le combat, des bons éléments. Petit élément aussi très intéressant, dans le manga et dans l'anime de 86, l'armure du cancer abandonne Deathmask d'elle-même, et ici en fait c'est Shiryu qui va directement parler à l'armure, il va la supplier, il va lui dire mais pourquoi tu protèges un monstre comme lui, et elle va en fait entre guillemets l'écouter et abandonner Deathmask, ce qui va permettre à Shiryu de le battre, et je trouve que c'est beaucoup plus logique comme ça, parce qu'en fait dans le manga de base, l'armure elle a vécu, je sais plus quel âge a Deathmask, je crois qu'il a genre 20 ans, 22 ans, une connerie comme ça, elle a vécu on va dire une vingtaine d'années avec un mec qui commettait des crimes atroces et elle a jamais réagi, et là d'un coup parce qu'il se bat contre Shiryu, elle abandonne Deathmask. Alors il y a des théories comme quoi qui diraient que l'armure en fait s'est rendu compte que c'était le vrai chevalier d'Athéna et que du coup il fallait empêcher Deathmask de le tuer. Enfin bon, elle a quand même attendu la fin du combat pour le sauver, alors que depuis le début on sait très bien, ou elle aurait pu très bien comprendre que c'était un défenseur d'Athéna. Donc cette version où Shiryu supplie l'armure et que du coup l'armure écoute Shiryu est beaucoup plus logique je trouve. Ensuite on a Shiryu qui retrouve la vue, des petits passages avec Doko et Shunrai pour montrer qu'elle va bien. Et ensuite on enchaîne sur le flashback d'Ayolia où on le voit notamment affronter Shaka à son retour donc de la saison 1 quand il avait essayé de tuer Seiya. Et on comprend donc pourquoi il va devenir méchant, parce qu'il subit le Genro Maoken de Saga, etc. Et on a une super scène de combat avec donc Shaka et Ayolia qui lancent leur cape en l'air et puis ils se combattent et en fait leur cape tombe petit à petit, mais ils sont tellement rapidement qu'en fait ils ont le temps de finir leur combat avant que la cape touche le sol. Enfin, c'est vraiment une super mise en scène. On a des bons éléments aussi puisque Saga utilise son attaque devant Shaka, mais Shaka va en fait l'interpréter en fait comme de la pitié et non pas comme une manipulation, parce que théoriquement Ayolia est un traître puisqu'il est pas du côté du pop, et normalement ça les traîtres sont tués, comme par exemple Aiolos ou Daidolos dans la série. Et là en fait Saga fait passer ça comme un peu de la pitié, où il dit voilà je l'ai ensorcelé entre guillemets, mais c'est pour lui faire reprendre ses esprits, et du coup Shaka est en mode ah oui vraiment le pop incroyable et tout. Et franchement c'est un très bon passage parce que ça développe un petit peu les personnages et les mentalités des Gold, mais j'en reviendrai un peu plus tard sur mon analyse de la moitié de saison, et franchement je trouvais que c'était un élément super intéressant. Et puis après pour la fin de l'épisode on a eu le début du combat Ayolia-Seiya qui est vraiment pareil, incroyable, on a des super effets lumineux, on a une bonne utilisation de la vitesse d'Ayolia qui paraît vraiment supérieure à Seiya, c'est super cool. Les enchaînements c'est comme dans le manga, je crois que dans le manga Seiya il doit se prendre deux lightning plasma avant de se réveiller, et là c'est à peu près pareil, je crois qu'il s'en prend 2 ou 3 avant de faire exploser son cosmos et de reprendre un petit peu le dessus. On a des super enchaînements, on a franchement c'était un épisode qui avait une superbe mise en scène, qui était vraiment super intéressant et qui met en bouche en fait pour le prochain épisode qui sera donc
sûrement la fin de ce combat avec l'arrivée de Cassius, etc. Et donc au niveau mise en scène et action, l'épisode franchement, il est sans faute, il est vraiment super bon. On a plus d'impact que dans certains autres épisodes, donc ça c'est un plus. Ça manque encore un petit peu d'impact, mais bon, voilà, ça c'est, je pense que ce sera un des défauts de la série tout du long. Et puis on a enfin de l'utilisation de musique correctement à la fin du combat contre Deathmask et pendant le combat contre Aeolia. Ces musiques, elles sont pas exceptionnelles, elles sont loin d'être les musiques de Seiji Yokohama, mais elles sont vachement mieux utilisées dans cet épisode que dans les autres épisodes, et que dans la saison 1 globalement, parce que c'est un reproche assez récurrent à la série. Il y a du mieux là-dessus, c'est plutôt sympa. Donc franchement, cet épisode pour moi, il vaut un bon 16/20 si je devais le noter, et c'est clairement le meilleur épisode de cette moitié de saison, on va dire, cette moitié de saison 2. Donc voilà pour mon avis de l'épisode 1, superbe épisode. Donc voilà pour l'épisode 6, j'ai essayé un petit peu de condenser pour vous donner envie d'aller le voir, mais pas tout vous raconter. Maintenant, je vais donner un petit peu mon avis global sur cette saison 2, et très honnêtement, je suis du même avis en fait que pendant ma review de l'épisode 1 et 2, je suis très satisfait de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont fait beaucoup de changements par rapport à la saison 1, surtout au niveau des animations, au niveau des effets visuels, des effets sonores, des armures. Alors, on m'a fait la remarque comme quoi les armures étaient les mêmes, j'ai pas l'impression que les armures d'or étaient aussi belles dans la saison 1, surtout que certains gold on les voyait que dans le générique, donc je pense qu'ils les ont un petit peu retravaillés. Je trouve qu'on a plus d'effets aussi de dégâts sur les armures des bronzes, alors pas des dégâts armures brisées comme on avait dans le manga, mais des armures vraiment abîmées, ce qui est plutôt logique parce que finalement le métal ça ne se brise pas, donc là-dessus je trouve ça plutôt cohérent. Donc là on est vraiment sur quelque chose vraiment de très beau, très dynamique, ce qui n'était pas le cas de la saison 1, et puis surtout un élément très important, c'est les rajouts scénaristiques qu'ils ont fait dans cette saison 2, ils sont vraiment super top. Pour moi, l'ajout vraiment incroyable, en fait, c'est la prophétie de la coupe. Moi, j'avais pas apprécié la prophétie sur Seiya, comme quoi tous les chevaliers de Pégase c'était des sauveurs, machin, dans la saison 1. Je trouvais que c'était un peu de la merde. Mais là, cette prophétie sur la coupe, elle est bien parce qu'elle permet de développer les golds et surtout de leur donner une consistance, en fait, pour être des opposants au bronze. Dans le manga, les golds, se battaient contre les bronzes parce que ça aurait été soi-disant une fausse Athéna. Mais en fait, s'ils étaient descendus la voir 2 secondes, ou même, voire même en voyant les chevaliers d'Athéna se relever avec un cosmos puissant qui les aidait derrière, ils auraient dû se rendre compte que c'était Athéna. Enfin, c'était assez bizarre en fait qu'ils restent des opposants tout du long, alors qu'ici, ils savent que c'est Athéna, ils savent que c'est la vraie Athéna, mais vu que la prophétie dit que tant qu'Athéna reste vivante, elle risque de provoquer la destruction à cause de Poséidon et Hadès, c'est logique en fait qu'ils s'opposent au bronze, non pas parce qu'ils n'ont pas foi en Saori, ils ont foi en elle, mais ils savent en fait qu'elles doivent mourir pour sauver la Terre. Donc là-dessus, ça donne une consistance au personnage et ça permet de développer un peu plus les golds, ce qui n'était pas le cas dans la série ni dans le manga, et c'est super bien parce que c'était une demande des fans d'avoir plus d'infos sur les golds. C'était une des raisons pour lesquelles on a un The Lost Canvas où les golds sont super mis en avant, parce que les fans réclamaient ça. Mais là, ça a été fait de façon intelligente, parce que les golds restent au second plan, parce que c'est des personnages secondaires, donc c'est super bien fait de ce point de vue-là. Les autres éléments qui ont été rajoutés, c'est notamment les petits flashbacks sur les bronzes, avec notamment Shunrai, avec June, Daidolos, etc., qui donnent un peu plus de développement au bronze, qui était un peu laissé de côté pendant la saison 1. Donc ça c'est cool, même si, et je l'ai vu dans pas mal de commentaires, et je suis tout à fait d'accord avec ça, ça aurait dû être fait dans la saison 1 en fait. Ces ajouts-là sont cool, mais ils font un petit peu pièce rapportée, un petit peu patchwork. C'est clair qu'ils auraient dû mettre dans la saison 1, ça aurait rajouté un peu peut-être plus de contenu dans la saison 1, et ça aurait rendu le tout plus intéressant. Mais bon, on va pas cracher dedans, parce que voilà, ils les ont mis, ça permet au moins de rendre plus cohérent la série, donc là-dessus, rien à redire. Sinon, il y a toujours les éléments quand même un petit peu problématiques, c'est pour moi les musiques, ça manque vraiment de musique marquante. On avait des musiques qui étaient incroyables dans Senseiya, c'était une des choses qui rendait l'animé magique en fait, et là on les a pu, et du coup on a une bonne mise en scène, on a de l'action, mais il manque cet impact pour que ce soit mémorable en fait. La série de 86, elle avait des problèmes au niveau de rythme, au niveau du dynamisme de l'animation, puisque c'était assez difficile à cette époque avec peu de budget, mais il y avait les musiques qui permettaient d'avoir des moments marquants. Et là on a plus ces musiques, donc même si objectivement en fait l'animation, les chorégraphies sont meilleures, on a l'impression que c'est moins marquant parce qu'il n'y a pas les musiques qui suivent. Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est vraiment le gros point noir de cette série en globalité, pas que la saison 2, hein, la saison 1 aussi était pareil. Ça manque de musique vraiment marquante. Elles sont un peu mieux utilisées, notamment dans l'épisode 6, mais c'est un petit peu dommage. Mais globalement, je suis de cette saison 2 et j'attends vraiment en fait chaque dimanche mon épisode parce que ben voilà, je kiffe en fait regarder ça. Franchement, j'adore revivre Senseiya, mais d'une manière un peu différente. Et ça revient un petit peu sur l'avis que j'avais dans ma première vidéo, c'est pas une série faite pour les, alors excusez-moi du terme, mais pour les gogols de 40-50 ans qui veulent vivre Senseiya comme ils l'ont vécu quand ils avaient 8 ans. Alors je sais qu'il y a certains qui vont mal le prendre, mais ne le prenez pas mal, ne le prenez pas contre vous, mais quand je vois
sur Facebook, sur Twitter, même dans les commentaires YouTube ou les commentaires sur les vidéos de personnes de 40-50 ans qui me disent « Oh, c'est nul, 3D, lol, pas de patrouille, lol, nul ». Les gars, vous avez 50 ans et votre seul argument pour dire que c'est nul, c'est parce que c'est caca, c'est 3D. Mais attendez, il faut un petit peu grandir, un petit peu évoluer. Je comprends tout à fait que la 3D ne puisse pas plaire à beaucoup de personnes. Moi-même, la 3D, les personnages ne me plaisent pas dans cette série. Je ne les trouve pas beaux. Je trouve les armures très belles, mais les personnages, leurs faciès, leurs cheveux, je trouve ça absolument immonde. Et pourtant, ça ne m'empêche pas d'apprécier la série. Et j'ai l'impression que ces fans de 40-50 ans sont restés bloqués en fait avec leur nostalgie et ne veulent pas voir de Saint Seiya parce qu'ils n'aiment pas Saint Seiya, c'est faux, ils n'aiment pas Saint Seiya. Ils aiment les Chevaliers du Zodiaque qu'ils ont découvert quand ils avaient 8 ans et ils aiment en fait ce sentiment de nostalgie qu'ils ont quand ils revoient les épisodes de la série de 86. Ils aiment pas vraiment Saint Seiya, ils veulent pas de la nouveauté, ils veulent du copier-coller, ils veulent Saint Seiya en fait en 86. Donc ne regardez pas cette série si vous voulez de la nouveauté, si vous voulez pas de nouveauté, regardez la série de 86. Pour preuve, quand on prend The Lost Canvas, qu'est-ce que c'est The Lost Canvas ? C'est un Saint Seiya manga papier, mais qui reprend en fait l'anime, parce que celle qui a fait Saint Seiya, The Lost Canvas, elle est fan de l'anime de 86, et elle a juste transposé l'anime de 86 en manga papier. Elle a repris exactement les mêmes golds, et puis elle a pris tous les trucs que les fans critiquaient, et elle a fait l'inverse, et tous les trucs que les fans aimaient, elle les a mis tels quels. Par exemple, les fans gueulaient de ne pas avoir un poisson et un cancer gentil, elle a pris le poisson et le cancer, et elle les a mis gentils. Les fans adorent la relation saga canon, elle a fait exactement la même relation, à peu de choses près, avec Deuteros et Aspros. Les gens adoraient Aeolia, mais il était pas assez mis en avant, et ben elle a mis en avant Régulus, surtout à la fin du manga. Elle a fait à peu près les mêmes relations. Aeolia et Aiolo c'était frères, la Régulus et Sisyphe ils sont oncle et neveu. Camus et Milo ont soupçonné une relation amicale, et ben Dégel et Cardian dans The Canvas ils sont amis. Enfin c'est vraiment l'animé de 86 avec les espoirs des fans et les déceptions, mais fait en sorte pour que ça plaise, donc forcément que ça plaît. Mais ça ne propose rien de neuf. Alors qu'à côté de ça on avait un Omega qui certes avait un design qui était particulier, qui faisait peut-être plus enfantin pour les personnes qui avaient grandi, mais ça proposait du neuf. Ça prenait des éléments qui existaient déjà forcément, mais ça apportait des nouveaux éléments. Ça prolongeait par exemple les éléments feu, terre, eau. Ça abordait des thèmes qui n'étaient pas abordés, comme la vengeance, comme la trahison, comme la mort frontale, notamment avec Arya, le côté ténébreux de Koga et aussi la réflexion de qui on est, qui est Koga en lui-même, parce qu'il ne connaît pas qui il est, il ne sait pas d'où il vient, etc. Donc on avait des éléments qui étaient super intéressants, et finalement les fans s'en sont foutus complètement parce que juste c'était pas dessiné pareil, c'était pas les mêmes goals, c'était pas pareil, donc c'était pas bon. Et c'est un petit peu le même principe que je vois avec KOTS, avec Saint Seiya Battle for Sanctuary, c'est que c'est pas les graphismes qu'ils attendaient, c'est pas l'histoire qu'ils ont connue exactement en 86, donc c'est mauvais. Et ils vont pas plus loin. Et j'ai eu une discussion avec une dame qui en gros disait oui c'est caca, c'est pas de patrouille. Elle avait vu 3 épisodes de la saison 1, mais ça suffisait pour lui dire que c'était de la merde et que cette saison 2 était aussi de la merde. Voilà, pour moi ces personnes-là qui n'aiment que l'anime de 86, qui n'aiment que The Lost Canvas et qui n'ont même pas lu le manga papier, ne regardez pas cette série. Ça ne sert à rien. Je vais même aller plus loin en vous prouvant que mon raisonnement est plutôt logique. Quand on va sur Crunchyroll et qu'on regarde les commentaires et les notes globales de la série, elles sont plutôt très positives, avec une note de 4,5 sur 5 pour 1500, 1600 je crois votes, c'est très positif. Et quand on va sur les sites illégaux pour regarder l'épisode, par exemple moi j'ai sur les sites pirates pour pouvoir prendre des captures d'écran pour faire les miniatures, etc. Et ben quand on regarde les notes sur ces sites pirates, donc les personnes qui peuvent y aller gratuitement, les avis sont absolument déplorables. On a une note de 1,6 je crois sur Vorani ou un truc comme ça, avec que des commentaires disant oh c'est nul, 3D, caca, pas de patrouille. Mais c'est parce qu'en fait ces personnes sont conditionnées déjà de base pour ne pas apprécier. Les personnes qui vont voir sur Crunchyroll, dans 90% des cas, ont l'abonnement Crunchyroll. Alors on peut aussi regarder l'épisode gratuitement, mais avec une semaine de décalage, mais la majorité le regarde parce qu'ils ont l'abonnement. Et ces personnes en fait avaient l'attitude de se dire je vais payer pour voir ce que c'est, je vais lui laisser sa chance, et ils ont été agréablement surpris. Alors que les personnes qui ne voulaient pas payer, qui avaient déjà dans leur tête que ça va être de la merde, veulent quand même cracher dessus et aller voir l'épisode, mais sans payer. Du coup ils vont sur les sites gratuits, ils regardent l'épisode, forcément ils étaient déjà matrixés, c'était déjà programmé pour dire ah c'est nul parce que 3D machin, donc forcément ils n'apprécient pas l'épisode ou l'apprécient moins que ce qu'ils auraient dû l'apprécier s'ils avaient été sans a priori, et puis voilà, après ils balancent leur caca dans les commentaires, mais ça c'est classique. Donc si vous n'avez pas aimé la saison 1, que vous n'avez pas envie de tenter, ou que vous ne voulez pas le changement, ne
ne regardez pas cette série, ça ne sert à rien de vous faire du mal. Pourquoi regarder un truc qui ne vous plaît pas pour ensuite aller pisser dessus et dire ah, c'est caca, c'est pas bon. Voilà, moi j'aime pas les épinards, je vais pas aller manger des épinards dans un supermarché, leur amener la boîte, leur balancer à la gueule en disant oh c'est dégueulasse mais je savais déjà que c'était dégueulasse. Bah oui, bah c'est ma faute, j'en ai acheté. J'avais qu'à pas les acheter si je savais que c'était dégueulasse. Vous savez que que ça ne va pas vous plaire. Ne regardez pas la saison, ça ne sert à rien. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule un petit peu pour gueuler sur les gens qui sont un peu limités en termes de réflexion et qui aiment bien se faire du mal en fait, j'ai l'impression. Mais sinon, globalement, la saison 2 est bien meilleure. Et pour les personnes qui n'ont pas aimé la saison 1 mais qui ont envie de découvrir quelque chose d'autre, une autre vision de Senseiya, parce que c'est clair que c'est pas le manga, et c'est clair que c'est pas non plus la meilleure série du monde. Foncez, allez la voir, tentez votre chance, regardez 1, 2, 3, 4, 5, les 6 premiers épisodes, allez, parce que les 6 sont plutôt pas mal, et faites-vous votre avis avec ça, ne faites pas votre avis sur les 3 premiers épisodes de la saison 1, ça n'a rien à voir, rien du tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, donc je me perds un peu dans mes explications, donc le résumé en gros, c'est que effectivement cette série est très bonne et rattrape la saison 1, ça ne fait pas d'elle une série qui est incroyable, c'est la meilleure série Senseiya que j'ai jamais vue, mais elle est vraiment très bonne. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les 10 meilleures séries Senseiya d'après moi, il y avait que la saison 1 qui était sortie quand j'ai fait cette vidéo, et je l'avais mis en 9ème position, parce que la saison 1 c'était de la merde, et à part la petite histoire annexe sur Yoga, tout le reste était mieux en fait, même Sentia Show, des trucs comme ça, tout le reste c'était mieux. Maintenant avec cette saison 2, c'est pas le meilleur animé du monde, mais je le mettrais franchement 6ème ou 7ème dans mon classement. Mon classement c'était quoi ? C'était premier la série classique, 2ème Omega, 3ème The Canvas, 4ème le Tenkai, ensuite je crois que 5 ou 6 j'avais mis Show ou épisode G ou je sais plus quoi, mais en gros c'est genre en dessous d'épisode G, voilà oui ce serait 5ème, 6ème. C'est pas la meilleure série du monde, mais franchement qu'est-ce que c'est bien par rapport à d'autres, enfin par rapport à la saison 1 je veux dire. Ça n'a rien à voir, on se laisse facilement entraîner, c'est très divertissant, c'est très fun, et puis on attend de voir à chaque fois la suite. Et surtout, ça a relancé un truc chez moi que je n'avais plus dans les nouvelles séries, c'est que j'attends de voir où va nous emmener en fait cette idée de prophétie, et cette utilisation en fait de la prophétie par Saga pour manipuler tout le monde. Est-ce qu'on va avoir un final qui sera identique au manga, ou est-ce qu'on va avoir un retournement de situation, et qu'on va partir sur, je pense, une histoire similaire, mais un petit peu différente, avec une finalité un petit peu différente. Et ça peut être super intéressant. Donc franchement, rien que pour ça, la série vaut le coup. Et si la 3D vous rebute pas non plus à 100% et que vous avez envie de donner votre chance à un nouveau produit Senseiya, n'hésitez pas, foncez, prenez l'abonnement Crunchyroll et puis voilà, foncez comme je l'ai dit. Alors ceux qui n'ont vu aucun épisode, attendez que la série soit sortie, et avec un abonnement Crunchyroll, vous avez 2 semaines gratuites, vous pouvez vous enchaîner toute la saison. Ou alors regardez les 5 premiers, on va dire de manière illégale, et ensuite toutes les semaines sur Crunchyroll avec une semaine de décalage les nouveaux épisodes, mais ne regardez pas la série de manière illégale ou complètement illégale. Soutenez un minimum ce qui est fait. Si la série marche, si le film bientôt marche, si les spin-offs qui sont en train de sortir régulièrement marchent, on aura la suite de ce qu'on aime, on aura la suite de Next Dimension, avec un peu de chance. Si une plateforme un jour décide qu'il aime bien racheter des séries qui ont été des échecs, et ben peut-être qu'il y aura une saison 3 de The Canvas. Donc voilà, en soutenant Senseiya, peu importe quel Senseiya, même celui-là, même les autres, vous relancez un petit peu la machine entre guillemets Senseiya, et ils vont forcément sortir d'autres trucs, continuer les trucs existants et peut-être reprendre des séries qui avaient été abandonnées. Donc voilà, laissez votre chance au produit. Moi je trouve que c'est une saison qui est pour l'instant excellente, qui est bien mieux que la première et qui est prometteuse, qui apporte énormément de choses positives au niveau scénario, qui est plutôt bonne niveau animation et niveau mise en scène, qui s'améliore d'épisode en épisode, j'ai l'impression, à part le 5 qui était un petit peu en dessous, mais voilà, qui s'améliore. Donc franchement, très bonne série, et avis plus que positif pour cette saison 2. Donc voilà, c'était mon avis global sur cet épisode 6 et sur cette moitié, entre guillemets pour l'instant, de série. J'espère que vous pourrez apprécier cette série comme moi je l'apprécie, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.